Chapitre 4. Au-delà du travail. Le capitalisme a sans cesse révolutionné les moyens de production, mais il a été incapable de libérer et de transformer véritablement l'activité productive. Le travail industriel signifie l'aliénation la plus extrême. Le prolétaire en bleu de chauffe ou en chemise blanche est enchaîné à sa machine ou à l'organisation du travail. Il a perçu la liberté d'appréciation et la marge de manœuvre qui restait à l'artisan et même au serf et à l'esclave. Le caractère impersonnel de cette domination ne la rend pas plus supportable. Le travail s'est détaché du reste de la vie, il la domine par la fatigue et l'abrutissement qu'il engendre et par le salaire qu'il procure. Avec le contrôle du capital moderne sur l'ensemble de la vie sociale, c'est toute l'existence qui finit par se trouver régie par les principes du travail. La logique du rendement et de la production gouverne le temps entre guillemets libre. Tout doit être rationalisé et rentabilisé, y compris le plaisir et le gâchis. Chacun est cordialement invité à prendre le relais du système dans sa propre mise en condition. Le communisme, c'est d'abord une transformation radicale de l'activité humaine. En cela, on peut parler d'abolition du travail. Travail et torture. Si il y a un mot qui n'est pas neutre, c'est bien le mot travail. En français et en espagnol, il a pour origine le mot latin de tripalium, qui désignait un instrument de torture ayant succédé à la croix. Avant de prendre sa simplification moderne, il va d'abord désigner des travaux particulièrement pénibles, puis le travail des mines. Aujourd'hui, sa signification s'est considérablement étendue, mais les frontières en restent floues. Comme pour lui fournir une justification naturelle, le travail finit par rendre compte de phénomènes physiques. En anglais, le mot tire son origine d'une activité paysanne concrète. Ce qui caractérise la terre de travail, c'est justement son caractère abstrait. Il ne désigne plus telle ou telle activité particulière, mais l'activité et l'effort en soi. On ne plante plus des choux, on ne tisse plus, on ne garde plus les moutons, on travaille. Tout travail en vaut un autre. Ce qui compte, c'est le temps que l'on y passe et le salaire que l'on en tire. Comme le disait Marx, le temps est tout, l'homme n'est plus rien. Il est tout au plus la carcasse du temps. Ce n'est pas au mot travail que nous nous en prenons, mais à l'odieuse réalité qu'il recouvre. Peu importe que le terme reste ou disparaisse. S'il doit rester, il lui faudra changer profondément de sens. Peut-être finira-t-il par désigner le summum de la jouissance. Dans la société communiste, l'activité productive perdra son caractère strictement productif. L'obsession du rendement et du temps perdu disparaîtra. Le travail se fondera dans l'ensemble d'une vie transformée. Un tel changement signifie la fin de la hiérarchie, de la division entre dirigeants et dirigés, de la scission entre décision et exécution, de l'opposition entre le travail manuel et intellectuel. L'homme ne sera plus dominé par les produits de son activité et par ses outils. La soumission de la nature au processus productif et son accaparement par des groupes ou des individus disparaîtra. Cette révolution s'accompagnera d'une mutation technologique. C'est la nature même du développement industriel qui est en question. Le caractère parasitaire du capitalisme se traduit dans le fait que l'on peut assurer la vie sociale en fermant une grande partie des entreprises. Une preuve des ressources d'un pays développé a été donnée par la grève de mai 68 en France. L'ensemble de l'industrie a pu être fermé durant un mois sans que les conséquences en soient trop sensibles. Peut-être manquera-t-on de pain en période de révolution. Mais cela ne pourra être attribué à une faiblesse de la capacité de production. Ce sera le fait de causes particulières. Cela n'enlèverait rien à la possibilité de fermer des industries parasitaires. Tout au contraire, cela la rendrait plus nécessaire afin de pouvoir reconvertir des forces vers les secteurs vitaux. On ne peut décider à l'avance et dans le détail de ce qui sera ou non éliminé. Nous sommes convaincus du sale rôle de l'industrie de guerre. Elle n'aura plus de raison d'être dans une société communiste développée. Cependant, on ne peut décider si dans une phase transitoire, il ne faudra pas la développer. Les décisions, de toute manière, ne seront pas prises par des comités de technocrates, mais directement par les travailleurs concernés. La menace d'une perte de salaire ne pèsera plus sur leurs décisions.
Si certains, par corporatisme ou par des raisons moins avouables, s'accrochent à des tâches inutiles ou même nocives, ils en seront responsables devant l'ensemble du prolétariat communiste. Le droit de propriété ou de libre détermination ne sera pas une excuse pour les policiers ou les travailleurs financiers qui voudraient voir se perpétuer la routine de leur petit travail habituel. Sera éliminé ou tout au moins profondément transformé tout ce qui sert la finance et la machine étatique, ce qui exige des efforts pénibles et importants pour satisfaire des besoins secondaires. Des produits ou des « services » comme le téléphone, l'énergie électrique, qui sont aujourd'hui utilisés par les entreprises, pourront être en grande partie réorientés directement vers la consommation individuelle. Des bâtiments et des machines pourront changer d'usage. De nombreux besoins pourront être satisfaits par des dépenses sociales bien moindres. Le transport, par exemple, sera fondé sur une utilisation plus rationnelle des véhicules individuels ou collectifs. Les impératifs horaires seront beaucoup plus souples. Les besoins de se déplacer seront moins fréquents. Des activités ne disparaîtront pas véritablement, mais seront profondément transformées. L'éducation échappera autant que possible à l'action des spécialistes. L'imprimerie passera du service des grands quotidiens à celui d'une multitude de petits bulletins. Le principe ne sera pas de produire pour produire et de se battre pour conserver des clients, mais de réduire autant que possible le travail industriel pénible et inintéressant. La fermeture des secteurs inutiles permettra d'alléger et de varier les tâches productives restées nécessaires. Les forces sociales libérées pourront s'occuper d'activités nouvelles. Les enfants, les étudiants, les personnes âgées, les ménagères pourront participer suivant leur capacité aux activités sociales sans être une main-d'œuvre concurrente sur le marché du travail. Ces transformations ne sont pas un luxe que devrait se permettre la Révolution pour attirer à elle les hésitants. Elles sont immédiatement nécessaires pour combattre et concentrer les forces sur le parti du capital qui risque d'être encore vivace un certain temps. Science et automation. Toutes ces mesures ne nous donnent qu'une vague idée de ce qui suivra. Le communisme utilisera la base matérielle que lui léguera le vieux monde. Surtout, il développera les acquis techniques et scientifiques. Il le fera vite et mieux que le capital. Il est de bon ton de s'extasier devant les progrès techniques accomplis depuis la dernière guerre mondiale. En fait, il faudrait plutôt s'étonner de la lenteur avec laquelle les découvertes scientifiques pénètrent dans l'industrie. Celle-ci ne caractérise d'abord pas son inertie. Elle progressa lorsque des « accidents » historiques l'obligent à changer ses approvisionnements ou ses débouchés. Elle modifie sa base technique lorsque les taux d'intérêt se sont effondrés pour sortir du marasme économique. L'industrie actuelle vit sur le perfectionnement d'inventions et de découvertes datant de plusieurs dizaines d'années. Par exemple, des véhicules qui sont fondés sur le moteur à explosion et l'énergie pétrolière comme nos voitures d'avant-garde sont de véritables fossiles au regard des possibilités scientifiques. L'industrie n'a pu développer vraiment ni l'automation ni de nouvelles sources d'énergie. Elle ne peut le faire que si cela devient rentable de son étroit point de vue. Le communisme pourra se permettre de construire des machines ou des ensembles industriels qui n'auraient pas été rentables du point de vue d'une entreprise ou même d'un État capitaliste. Il estimera que le progrès accompli en vaut le coup, non pas au regard de l'avantage immédiat. Encore qu'il pourrait souvent trouver cet avantage immédiat là où le capitalisme ne le verrait pas. Qualité accrue des produits, intérêt de la recherche, amélioration des conditions de travail. Du point de vue du capitalisme, il n'est pas rentable de fabriquer un marteau-piqueur silencieux tant que le prix de l'engin ne peut être égal ou inférieur à celui d'un marteau-piqueur bruyant. Il importe assez peu que l'économie ainsi faite se paye de désagréments évidents. Que une fois que sa production sera développée, le marteau-piqueur silencieux puisse revenir moins cher que celui qui fait du bruit, ne peut entrer en ligne de compte au moment de son lancement. Pourquoi une entreprise risquera-t-elle de se mettre en faillite ou tout au moins de faire des sacrifices au nom du progrès technique ou par humanisme ? Le communisme ne se contentera pas de prendre le relais du capitalisme.
Il transformera la science et la technique. De servantes conscientes ou inconscientes de l'enfer industriel, elles deviendront des outils de libération. La science ne sera plus un secteur distinct de la production. Le capital a un besoin vital d'innovation. Il ne peut le faire surgir directement du secteur productif. Celui-ci doit rester calme et l'imagination ne doit pas s'y déchaîner. La science s'est donc développée de son côté. Durant longtemps, elle est restée marginale, une œuvre d'amateur. Le capital, ayant un besoin plus pressant de ses services, a dû la prendre en main. Sous l'égide de l'État et des entreprises, la science devient un investissement. Elle se bureaucratise, passe sous le joug des mandarins et des administrateurs. La liberté de création est tenue en laisse. Aux yeux de l'opinion, la science est une fée bonne ou mauvaise. Le savant, c'est le sorcier devenu salarié. Ce qui est le résultat de l'esprit critique apparaît comme une œuvre de magie. L'idéologie de la production reprend ce qu'elle avait dû concéder à l'expérimentation. La science apparaît comme le secteur où l'on produit une marchandise spéciale, le savoir. La connaissance cesse d'être le résultat précaire d'une recherche donnée pour devenir un produit sacralisé offert à la contemplation d'une masse d'infirmes mentaux. Il s'agit de libérer l'initiative et l'expérimentation pour les rendre à tous. La science doit cesser d'être la possession d'une caste de spécialistes pour redevenir goût du risque et du jeu, plaisir de la découverte. La « conquête » de l'espace a illustré les possibilités de l'automation et de l'électronique. Il s'agit que toute cette technologie soit appliquée à la transformation de notre vie quotidienne. L'automation permet de décharger les humains d'occupations fastidieuses et de confier aux machines ce qui leur revient. Les premiers pas des systèmes automatiques, qui une fois mis en route fonctionnent et se régulent sans intervention, remontent au temps des pharaons. Ils servaient à la régulation du Nil. Avec les temps modernes, on commence à les voir fleurir. On commence à voir des « usines automatiques ». Ainsi, ce moulin près de Philadelphie, qui en 1784 recevait le blé et le transformait en farine sans intervention manuelle. À côté des machines automatiques de production, se sont développées les machines à calculer. C'est en 1881 qu'est présenté le téléphone automatique. L'automatisme existe depuis fort longtemps. Il n'est qu'une forme extrême du machinisme. C'est l'électronique qui va permettre d'en faire une forme courante, sinon la forme la plus habituelle du machinisme. L'électronique, associée au contrôle des sources importantes d'énergie, permet d'agir à distance et de centraliser un grand nombre d'opérations. L'automation, ce n'est pas simplement la possibilité de confier à des machines les tâches que l'homme n'accomplit qu'à contre-cœur. C'est aussi et peut-être surtout la possibilité d'entreprendre ce qui n'aurait jamais été possible autrement. Elle rend possible des opérations qui exigent des réactions plus rapides, des calculs plus complexes que ceux qui sont possibles aux humains. Les machines peuvent agir dans des conditions impropres à la vie. Sans l'automation, le développement de l'énergie nucléaire ou de la découverte de l'espace seraient des entreprises impossibles. Ceux qui veulent la révolution mais ne veulent pas faire appel à une science et à une technologie maudite sont dans une impasse. La destruction massive de notre environnement n'est certes pas indépendante des possibilités techniques, mais on ne peut faire retomber sur elle la responsabilité. L'énergie nucléaire ou l'informatique peuvent présenter un caractère très dangereux. C'est le reflet de leur puissance. Mais cela ne fait que condamner la société présente qui les utilise inconsidérément ou s'en sert pour renforcer son contrôle sur les gens. Jusqu'à présent, le capital n'a automatisé que dans le détail. Cela ne veut pas dire qu'il peut s'arrêter là. Sa logique, la nécessité de maintenir ou de retrouver un taux de profit convenable, doit le contraindre à aller plus loin. Cela ne veut pas dire que la généralisation de l'automation soit compatible avec le maintien du système actuel. Son principe même est contraire à la survie d'une société de classe. Elle rend le prolétaire inutile. La machine automatique représente l'équivalent économique précis du travail d'esclave, disait Norbert Wiener. Le point extrême du développement du machinisme
rend les machines humaines inutiles. La solution est donc révolution communiste ou destruction du prolétariat qui serait réduit à une couche d'assistés ou carrément éliminé. Des prophètes de malheur nous prédisent la seconde éventualité. Notre optimisme ne se fonde pas sur l'humanisme de nos dirigeants. L'histoire a montré que le génocide ne les effrayait pas. Nous les croyons simplement incurables de maîtriser la situation et de conduire véritablement une politique. Pour le meilleur et pour le pire, nous ne sommes pas gouvernés par des surhommes aux vues puissantes, mais par des crétins habiles dans la manœuvre, mais incapables d'avoir une vision historique des événements. Ils sont eux-mêmes en partie rejetés du processus productif. Ce qu'il faut dans l'affaire, c'est que le prolétariat ne se montre pas trop débile. La force des prolétaires est immense. La conscience qu'ils ont de cette force est extrêmement réduite. La classe ouvrière a toujours tiré sa puissance de sa place dans l'appareil productif. Les débuts d'automatisation de cet appareil n'ont fait que renforcer cette puissance. De petites fractions d'ouvriers et de techniciens tiennent entre leurs mains un pouvoir énorme. Des soubresauts économiques risquent de leur donner le goût d'en user. La bourgeoisie ou la bureaucratie ne peut nier le prolétariat sans se nier elle-même. Elle est enchaînée à la valeur, c'est-à-dire au travail humain qui est le fondement de cette valeur. Elle ne veut pas le progrès pour le progrès, mais pour l'argent. Si elle développe le machinisme, ce n'est pas avec l'arrière-pensée de se débarrasser d'ouvriers trop turbulents. Le prolétariat n'est pas le simple instrument de la bourgeoisie. Il est aussi sa raison d'être. Le capital, ou le travail, ravale l'homme au rang de la machine, mais il ne peut cesser d'être un rapport social entre des classes. Société de classe et robotisation. Toute société de classe tend à faire de l'être humain un robot, à le réduire à un objet dont on utiliserait le corps et l'intelligence. Lorsqu'une partie de la société ne travaille plus pour elle-même, mais s'échine pour nourrir une autre fraction de la société, cela veut dire qu'elle doit faire des efforts supplémentaires, mais surtout que son activité change de nature. Ce qui intéresse le maître, ce n'est pas le plaisir ou le déplaisir, la joie ou la peine de l'esclave, c'est sa production. La société de classe se fonde sur la possibilité humaine d'élaborer des biens qui peuvent se détacher du producteur pour être utilisés par d'autres. L'être humain n'est plus un être humain, mais un instrument. La capacité proprement humaine de construire des outils et de penser à l'avance la production se retourne contre lui pour en faire lui-même un outil. L'exploiteur peut se montrer bon ou méchant à l'égard de l'exploité. Tout sentiment n'est pas exclu. Mieux, les sentiments sont nécessaires pour huiler les rouages du système. Mais ils en sont un produit secondaire et limité. L'exploiteur peut être bon, mais il ne peut cesser d'exploiter. Il peut être sadique, mais ne peut détruire son matériel humain. Lorsque le capitalisme en arrive cependant à ce point de barbarie, c'est poussé par la nécessité économique. Les classes dirigeantes passées se greffaient sur des collectivités paysannes. Le capital a brisé ces communautés pour se soumettre à une matière humaine mutilée et atomisée. Marchandise parmi les marchandises, le prolétaire affronte sur le marché des « facteurs de production » ses concurrents mécaniques. Dans cette lutte, la machine l'emporte progressivement et réduit sa place dans le procès de production. Le communisme bouleverse le caractère de cette évolution. L'homme n'y sera plus concurrencé par la machine parce qu'il cessera d'être un facteur de production. L'utilisation communiste du machinisme signifie la possibilité d'automatiser un très grand nombre d'activités. Cela ne veut pas dire que la clé de la question sociale se trouve dans l'automatisation généralisée. L'abolition du travail salarié, ce n'est pas le remplacement de l'homme par la machine, mais la transformation humaine de l'activité humaine au moyen des machines. Il ne s'agit pas de réduire progressivement ou brutalement le travail hebdomadaire de 40 heures à 0 heure comme nous le proposent certains pseudo-révolutionnaires. Un monde où une industrie entièrement automatique travaillant une matière inépuisable fournirait sur le champ toutes choses désirables et imaginables ramènerait l'homme à un stade végétal.
Ce serait un univers figé et sans aventure, puisque tout ce qui y adviendrait aurait dû être programmé à l'avance. Indépendamment de la foi qu'il met dans la science, ce mythe est profondément capitaliste. Il considère comme achevée et naturelle la séparation entre le temps de travail et le temps de loisir. Il veut réserver l'enfer de la production aux machines et le paradis de la consommation aux êtres humains. Selon que l'on fixerait la frontière avec plus ou moins de rigueur, on déboucherait sur le club de vacances permanent ou la généralisation de l'état de fœtus. Le communisme, c'est la fin de la séparation entre temps de travail et temps libre, entre production et consommation, entre ce qui est vécu et ce qui est expérimenté. La rémunération. La disparition du salariat suffit à bouleverser les assises de la vieille société. L'obligation de travailler pour survivre disparaît. Le travail cesse d'être un moyen de gagner sa vie. Il n'est plus un intermédiaire entre l'homme et ses besoins. Il est directement satisfaction d'un besoin. Par là, il cesse d'être du travail. Ce qui pousse à agir cesse d'apparaître comme une nécessité extérieure à l'individu pour devenir une nécessité intérieure. Désir de s'occuper, volonté d'être utile. La dissociation entre activité et rémunération, si l'on n'entend pas par rémunération le plaisir que peut procurer concrètement cette activité, doit aller de pair avec une transformation profonde de l'homme. Elle demande des individus responsables de ce qu'ils entreprennent. Elle exige que se développent l'initiative et l'intelligence et que disparaissent l'égoïsme et la mesquinerie. Il est devenu habituel d'expliquer tous les maux de l'humanité par l'incorrigible nature humaine. C'est connu, l'homme est un loup pour l'homme. Cela n'explique rien, mais montre dans quel mépris les êtres humains arrivent à se tenir eux-mêmes. Il est le reflet du fatalisme que développe le capital qui réduit l'être humain au rôle de spectateur de son propre développement. Vouloir maintenir une quelconque rémunération pour une période transitoire, comme Marx le proposait, sous une forme de distribution de bons proportionnels aux heures de travail effectuées, n'est pas souhaitable. Si le développement des forces productives permet la révolution communiste, aujourd'hui il la permet, celle-ci ne peut différer la pleine application de ses principes. Un système de bons pour rémunérer et ainsi contraindre au travail serait en deçà de la révolte spontanée des opprimés, de tous ceux qui s'insurgent sans attendre ni pouvoir, ni argent, ni récompense. Il aurait la sympathie des bureaucrates, des gestionnaires, de tous ceux qui préfèrent contrôler et font agir les autres. Un tel système ne ferait que brider les partisans de l'action et n'arriverait pas à entraîner ses adversaires. S'il faut obliger quelqu'un à faire quelque chose, nous préférons la méthode du coup de pied au cul. Elle est plus franche et plus efficace. Nous ne sommes pas des adversaires irréductibles de l'utilisation de bons. Il serait absurde de laisser des diamants en distribution libre. Les bons seraient délivrés dans des cas pareils par les autorités habilitées. Lorsqu'il s'agira de biens relatifs à la production, le bon sera délivré par un conseil d'usine. Lorsqu'il s'agira de médicaments rares ou dangereux, il sera fourni par des hôpitaux ou des médecins. Ces bons ne serviront pas à rémunérer. Ils joueront le rôle que joue aujourd'hui une ordonnance médicale. Leur usage sera déterminé par la nature ou la rareté des biens contre lesquels on les, entre guillemets, échangera. Le plus grand nombre de biens possibles, notamment la nourriture, doit être rendu libre et gratuit sous l'égide des comités et conseils révolutionnaires dans des zones passées entre les mains du parti de la Révolution ou par des coups de force dans des zones non libérées. C'est la méthode la plus simple, la moins coûteuse, la plus agréable de distribution. Elle est la plus apte à populariser le communisme. Il vaut mieux appliquer cette règle générale, quitte à sévir très sévèrement contre les abus, que de s'enliser dans des contrôles tatillons et déplaisants lors de la distribution. La paresse. Un tel programme ne va-t-il pas inciter la paresse à se développer ? Si l'on pouvait abolir le principe de la rémunération du travail tout en maintenant le monde tel qu'il est, ce serait vrai à coup sûr. Seulement, le communisme bouleverse l'ensemble des conditions de vie et de travail.
L'esprit révolutionnaire n'est pas l'esprit de sacrifice. Chacun s'oubliant soi-même pour servir la collectivité. Ça, c'est du maoïsme. Le communisme suppose un certain altruisme, mais il suppose aussi un certain égoïsme. Surtout, il n'oppose pas l'amour du prochain à l'amour de soi-même en demandant que l'un soit au service de l'autre. Nous n'aimons pas plus les curés que les profiteurs. C'est le capitalisme qui fait que l'intérêt de l'individu et celui de la collectivité sont toujours en opposition. Donner, c'est renoncer. L'homme communiste ne sera pas plus l'homme du renoncement que de la fatalité. La transformation des mentalités ne relève pas de la pédagogie. Il n'y aura pas d'image idéale à laquelle se conformer. Il n'y aura pas d'un côté la transformation des structures sociales et de l'autre côté la transformation des individus. C'est le capitalisme qui sépare ainsi les choses. Le prolétariat se désaliénera et ne pourra le faire qu'en modifiant le monde et ses conditions d'existence. Quelques semaines de révolution mettront en l'air des décennies de conditionnement. La lâcheté, l'avidité, la débilité sont le résultat d'un certain état social. La carotte, le bâton ou l'éducation ne pourra servir qu'à les refouler si la situation qui les engendre et leur donne une certaine utilité ne disparaît pas. Avec le communisme, ces tares disparaîtront parce qu'elles ne correspondront plus à rien. Y aurait-il des égoïstes, des paresseux incurables et des incapables irrécupérables, que cela ne sera pas forcément très grave. Le plus puissant ennemi de ces gens-là, ce n'est pas la répression, mais l'ennui. Il ferait céder bien des mauvaises volontés. Les hommes sont des animaux sociaux. Il leur faut bien du courage pour supporter d'être inutiles dans la collectivité où ils vivent. Même aujourd'hui, le parasite et l'égoïste doivent faire semblant pour les autres et pour eux-mêmes. Le salariat aboli, il sera bien difficile d'illusionner sur son activité. Chacun sera jugé sur ce qu'il fera véritablement et non sur le temps passé. Le communisme n'exclut pas les heurts entre personnes et entre groupes. Les profiteurs risquent de se voir demander des comptes. Si on les supporte et si on les engraisse, c'est qu'on le voudra bien. Les communistes n'ont rien contre une saine paresse. La société révolutionnaire n'est pas faite pour que l'on s'y exténue. Les paresseux ne sont condamnables que s'ils exigent d'autrui ce qu'ils refusent pour eux-mêmes. Que les courageux ne se laissent pas tondre la laine sur le dos, mais qu'ils ne prétendent pas imposer à tous leur goût personnel. Avec le remplacement du travail forcé par l'activité passionnée, la majeure partie des causes d'une paresse systématique disparaîtra. Disparaîtra aussi cette irritation que le bosseur éprouve à l'égard du flemmard et qui souvent n'est que de la jalousie déguisée. Les paresseux d'aujourd'hui ne seront pas forcément les paresseux de demain. Certains de ceux qui se démènent et s'épuisent sous l'aiguillon du gain auront besoin de notre bienveillance. D'autres, qui semblent incapables de se remuer, se réveilleront et se déchaîneront. Dans la société communiste développée, le machinisme conférera à l'homme une grande puissance. Chacun pourra choisir son rythme de vie. L'un s'épuisera dans des aventures coûteuses et dépensera plus qu'il ne fournira en retour à la société. L'autre ne fera pas grand-chose et ce sera pourtant la société qui sera débitrice. On ne tiendra pas de compte d'épicier. Une fois l'intérêt financier disparu, l'esprit de recherche et d'invention ne va-t-il pas s'évanouir aussi ? Chacun ne va-t-il pas se contenter de faire sa petite besogne de façon routinière mais sans plus ? C'est une erreur de croire que l'appât du gain et l'esprit de recherche vont de pair. Le commerçant pactise avec le mensonge et l'illusion. Le scientifique doit les écarter sans cesse. La science rapporte et l'invention paie, mais souvent ce ne sont pas les mêmes qui découvrent et qui empochent. Même dans le monde capitaliste, le mobile de la passion scientifique n'est pas l'argent. On récupère la créativité et l'imagination pour faire de l'argent. Répartition des tâches. À défaut de buter sur la paresse, notre société ne risque-t-elle pas de sombrer dans le désordre ? Même si la bonne volonté est générale, est-ce que cela suffira à régler la question de la coordination de l'ensemble des activités ? Tout le monde ne va-t-il pas se précipiter vers le travail agréable et délaisser les autres avant que les machines n'aient eu le temps de prendre le relais ? En bref,
chacun n'en faisant qu'à sa tête, tous iraient à la catastrophe. L'idée suivant laquelle la société moderne est très complexe et que cette complexité est inévitable est très répandue. Ce n'est pas une simple illusion. L'individu se sent perdu dans la jungle capitaliste, il n'arrive pas à s'y repérer lui-même et encore moins à comprendre comment l'ensemble arrive à fonctionner. C'est une erreur de croire que cette impression est valable dans toute société moderne. Elle n'est pas engendrée nécessairement par la multitude des opérations et des situations qui constituent l'ensemble social. Elle naît de l'éloignement entre la décision et la coordination d'une part, et l'action d'autre part. Cette impression de complexité et d'égarement permanent qu'engendre la société capitaliste s'est répercutée sur les descriptions d'un monde socialiste. On en est arrivé à croire que le principal problème à résoudre dans la société future serait celui de la planification et de la coordination. On a imaginé une « usine du plan » qui se chargerait de recenser l'état de l'économie, de déterminer les coefficients techniques qui lient la production d'un produit à la production d'un autre produit, quantité de charbon nécessaire pour produire une tonne d'acier par exemple. Cette usine proposerait des objectifs réalisables et s'occuperait des révisions nécessaires en cours d'exécution. Les problèmes de la société future sont vus essentiellement sous l'angle de la gestion, comme disait Chaulieu dans Socialisme ou barbarie numéro 22. La société communiste aura bien des problèmes techniques complexes à résoudre. Seulement, ces questions ne relèveront pas d'une instance particulière. Il n'y a pas d'intérêt à essayer de prévoir les formes que prendra l'activité humaine, mais à déterminer son contenu. Il n'y aura pas à unifier ou à gérer ce qui ne sera pas séparé. Le producteur particulier s'occupera autant de son activité que de sa liaison à l'ensemble des besoins et des possibilités générales. Dans la société révolutionnaire, les rapports entre les hommes et entre les groupes de producteurs seront simples et transparents. La peur de la concurrence qui oblige au secret disparaîtra. L'important n'est pas que chacun arrive à la science universelle et que chaque cervelle soit une « usine du plan » en réduction. À quoi sert de savoir d'où provient le minerai dont on a tiré ma fourchette? Ce qui compte, c'est que les informations nécessaires circulent et soient disponibles. Dans une société fluide où auront disparu l'esprit de clocher et le patriotisme d'entreprise, où les gens seront polyvalents, les individus et les groupes s'orienteront en fonction des besoins de la société. Les nécessités sociales ne s'imposeront pas de l'extérieur par l'intermédiaire d'un office central, comité dictatorial ou assemblée démocratique. L'individu ou le groupe ne devra pas se plier à la conscience qu'il aura de la situation si l'on imagine cette conscience comme le simple reflet d'impératifs extérieurs. On agira bien sûr en fonction de sa conscience des besoins et des possibilités sociales, mais non indépendamment de ses propres goûts. Souvent, il n'y aura pas de compromis à faire. On ressent comme besoin social d'abord ses propres aspirations. On est plutôt tenté de remédier à ce que l'on perçoit comme un manque. Si j'ai du mal à me procurer du vin et que cela me manque, je n'aurai pas forcément besoin d'aller me renseigner sur les courbes de production auprès d'un ordinateur pour savoir qu'il faudrait peut-être aller s'occuper des vignobles. L'homme communiste ne séparera pas l'exercice de ses goûts de leurs répercussions sociales. Il ne va pas se précipiter vers des tâches dont on s'occupe déjà. De toute manière, il serait stupide de penser que tout le monde sera uniformisé et s'emballera au gré des modes pour les mêmes occupations. La conscience de ce qui sera nécessaire à la société sera beaucoup plus aiguisée que maintenant. Tout le monde pourra s'informer et sera capable de comprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas, même si cela n'a pas des répercussions directes sur chacun. Les ordinateurs seront des instruments essentiels à la circulation et à l'interprétation des informations. L'organisation générale de la société ne nécessite pas un ou des centres directeurs. Il y aura peut-être des gens qui s'occuperont plus particulièrement de rassembler des informations, de prévoir, mais ils n'auront pas à élaborer un plan au sens impératif du terme. Planifier, c'est vouloir enchaîner le futur au présent. La coordination ne pourra être le fait d'une caste donnée. Elle s'effectuera sans cesse et à tous les niveaux de la société. Les hommes n'étant plus séparés par 1000 barrières, se concerteront spontanément.
Tout ne se fera pas forcément en douceur. Des conflits seront inévitables. Mais le problème de la révolution n'est pas de débarrasser la société de tout conflit, d'engendrer une société où tout serait harmonisé a priori. Certaines formes de conflits seront éliminées bien sûr, celles qui opposent les classes, les nations. Dans le monde que nous voulons, les oppositions ont autant de place que les accords. L'harmonisation et l'équilibre s'élaboreront à travers des débats et des disputes. La différence fondamentale avec la situation actuelle, c'est que chacun n'engagera dans la bataille que ses propres forces. On ne pourra évoquer des droits abstraits détachés du monde des oppositions et des rapports de force concrets. Le recours à un corps spécial comme l'armée ou la police pour faire reconnaître le bon droit de sa cause ne sera plus possible. Le communisme fera du conflit une chose normale et même nécessaire, à condition évidemment que l'intérêt de l'enjeu ne soit pas inférieur aux dommages provoqués. Le capitalisme est profondément conflictuel. Il est fondé sur l'opposition entre les classes, les nations et les individus. Tout le monde est en opposition à tout le monde. C'est pour conjurer cette réalité que l'on prêche l'amour béat et la fraternité. L'agressivité sourde partout, mais l'image de la paix doit régner. Si jamais on s'étripe, ce n'est pas au nom d'intérêts particuliers, mais pour le bien de la civilisation, des valeurs universelles, etc. Ne risque-t-on pas de perdre beaucoup de temps en bavardage et en conflit? En ramenant les problèmes de coordination et d'ajustement au niveau où ils se trouvent, on risquerait plutôt d'en gagner. L'idée que le temps est une chose qui peut se perdre ou se gagner est en soi assez étonnante. Du point de vue communiste, le problème ne peut se ramener à savoir quelle méthode économise le plus de temps. Ce qui importe, c'est la manière dont on remplira ce temps. Prendra-t-on ou non du plaisir et de l'intérêt à discuter et à harmoniser, ou préférera-t-on se contenter d'appliquer sans discussion les décisions d'un comité directeur qui aura programmé l'absence de heurts? Les hommes réapprendront à se parler et à polémiquer de façon plaisante. Les discussions fastidieuses seront limitées par l'ennui des interlocuteurs, mais aussi par le simple fait que tout ne sera pas sans cesse à remettre sur le tapin. On peut s'appuyer sur l'expérience passée. Les travaux pénibles. Il existe des tâches franchement pénibles et désagréables. On peut espérer les réduire par le machinisme, mais il faudra bien s'en occuper avant, et il n'est pas dit que tout pourra être forcément éliminé. Il serait inacceptable, et certainement inaccepté par les intéressés, que ces travaux ingrats reposent sur les mêmes épaules. Il faudra donc s'organiser pour que le plus grand nombre possible de personnes s'en occupent à tour de rôle. Il sera secondaire que l'on y perde en rentabilité. Dans une usine ou un autre lieu de production, on pourra aisément se relayer au poste déplaisant. Au niveau de l'ensemble de la société, on peut demander que ces tâches ingrates soient aussi l'objet d'une rotation. On sera de service de ramassage de poubelles une certaine partie de l'année. Des travaux pénibles le sont beaucoup moins s'ils sont le prolongement et la rançon d'activités agréables. Aujourd'hui, les travaux sont parcellisés à l'extrême et les nécessités de l'usage entre guillemets rationnel de la force de travail exigent que l'on fasse ce pourquoi l'on est qualifié en laissant le reste à d'autres. Dans la société communiste, le chercheur pourra bien s'occuper de nettoyer les locaux qu'il utilise, l'automobiliste de participer au goudronné des routes et les morts seront les mieux placés pour s'occuper de creuser leurs tombes. Les activités déplaisantes le seront beaucoup moins si ceux qui s'en occupent n'y consacrent qu'une courte partie de leur temps et n'ont pas l'impression, comme c'est le cas maintenant, d'y être enchaînés pour la vie. Surtout, ces activités peuvent se dérouler dans une toute autre ambiance qu'aujourd'hui. Plus de petits chefs, plus d'obsession du rendement. Le ramassage des poubelles pourrait par exemple prendre une allure de carnaval. Beaucoup d'activités pénibles le deviennent non pas en raison de leur caractère propre, mais parce qu'au nom de la rationalisation du travail, on les fait effectuer en série par les mêmes personnes. Ces transformations du rythme, de la répartition et de la nature même des travaux ne seront évidemment pas programmées à l'avance et balancées d'en haut. Elles se feront sur le tas en fonction des désirs des gens concernés.
Si sur un chantier il y a un passionné du brouettage ou de toute autre tâche en général peu prisée, il serait évidemment absurde de la faire renoncer à ses goûts. Nous ne sommes pas des fanatiques de l'égalité. Il serait imbécile alors que l'on manquerait de chirurgiens de les condamner à faire le travail des aides-soignantes. Ce genre d'inégalité ne pourra être atténué que par le développement de la polyvalence et la reconversion des personnes vers des secteurs véritablement utiles. Fin des séparations. Le communisme signifie la fin des séparations qui compartimentent notre vie. La vie professionnelle et la vie affective cessent de s'opposer. Il n'y a plus un temps pour consommer et un temps pour produire. Les écoles, les lieux de production, les centres de loisirs ne sont plus des univers distincts et étrangers entre eux. Ils disparaissent progressivement avec la disparition de leurs fonctions spécialisées. Au sein du processus productif, la hiérarchisation et le découpage en rondelles de l'activité humaine s'effacent. Ce sera la fin de cette situation où l'ouvrier est l'exécutant du dessinateur, le dessinateur l'exécutant de l'ingénieur l'exécutant de la finance ou de l'administration. L'achèvement de ces transformations prendra du temps. On ne peut effacer d'un coup d'éponge notre cadre de vie, un certain type de développement technologique, des habitudes et des déficiences humaines. Des mesures dans ce sens s'imposeront et feront sentir leurs effets dès l'abolition de la production marchande et du salariat. La séparation entre la vie professionnelle d'une part et la vie effective et familiale d'autre part est liée au développement du travail salarié. Le paysan s'est vu arraché à sa terre et à sa famille pour être intégré à l'univers industriel. Jadis, la famille constituait l'unité de vie et de production. Le mari et la femme, mais aussi les enfants et les vieux, participaient aux travaux de la ferme et des champs. Chacun trouvait des activités utiles et au niveau de ses forces. Les réactionnaires aiment à se poser en défenseurs de la famille menacée. Ces crétins refusent de voir que c'est précisément l'ordre qu'ils défendent qui l'a réduit au rôle marginal qui est devenu le sien. Les liens de parenté étaient des liens d'entraide sur le plan agricole. Ils s'étendaient bien au-delà du couple et de sa descendance directe. Aujourd'hui, la famille n'est plus que le lieu de la production des enfants. Et encore, son rôle économique est celui d'une unité de consommation. L'institution fondamentale, la cellule de base de la société capitaliste développée, ce n'est pas la famille, c'est l'entreprise. Nous n'entendons pas remettre sur ses pieds la vieille famille patriarcale pour lui faire assurer la production à la place de l'entreprise capitaliste. Les liens du sang ont pu jouer un grand rôle dans le passé. Ils ne correspondent plus à grand-chose dans le monde moderne. Dans la société communiste, pour accomplir une activité productive ou non, les gens ne seront plus rassemblés par la force du capital. Ils s'associeront réunis par leur goût commun et leur affinité. Les relations entre personnes prendront autant d'importance que la production elle-même. Nous n'affirmons pas que les liens proprement amoureux d'une part et les rapports professionnels d'autre part coïncideront. Cela sera affaire de choix et de hasard. Mais cela sera beaucoup plus envisageable que ça ne l'est actuellement. Certains veulent voir dans le communisme la mise en commun des femmes et des enfants. C'est une bêtise. Les rapports amoureux n'auront pas d'autre garantie que l'amour. Les enfants ne seront plus attachés à leurs parents par la nécessité de manger. Le sentiment de propriété sur les personnes disparaîtra parallèlement au sentiment de propriété sur les choses. Voilà qui est fort inquiétant pour ceux qui n'imaginent pas de se passer de la garantie du gendarme ou du curé. Le mariage disparaîtra en tant que sacrement étatique. La question de savoir si 2 ou 3 ou 10 personnes veulent vivre ensemble et même se lier par un pacte ne regarde qu'elles. Nous n'avons pas à déterminer ou à limiter à l'avance les formes de liens sexuels possibles et souhaitables. La chasteté elle-même n'est pas à rejeter. C'est une perversion aussi estimable qu'une autre. Ce qui importe, à part le plaisir et la satisfaction des partenaires, c'est que les enfants grandissent dans un milieu qui réponde à leurs besoins de sécurité matérielle et affective. Cela n'est pas affaire de moralité. Dans les restes d'une famille gangrenée par la marchandise, l'hypocrisie domine. On attribue à l'amour ce qui n'est que sécurité économique, affective ou sexuelle.
Les rapports entre parents et enfants ont atteint le fond de la dégradation. Sous le voile de l'affection, la volonté d'exploiter répond au désir de posséder. L'enfant porte comme un boulet les espoirs de parents aux vies ratées. Il doit jouer les chiens savants, réussir à l'école, se montrer sage et calme ou actif et plein d'initiative. En échange, il reçoit un peu d'affection ou d'argent de poche. De même que la famille, havre de sécurité et d'amour dans un monde dur et hostile, n'échappe pas à la réalité marchande, l'entreprise ne se dégage pas de l'affectivité. L'amabilité apparente, la poignée de main, cache le mépris, la rivalité et l'exploitation. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde il dialogue, mais surtout tout le monde il s'emmerde les uns les autres. Production et consommation. La séparation entre production et consommation apparaît comme une division naturelle entre deux sphères bien distinctes de la vie sociale. Rien n'est plus faux. Cela a un double titre. Premièrement, la frontière entre ce qui est appelé temps de production et temps de consommation est mouvante du point de vue historique et floue du point de vue idéologique. Dans quelle catégorie se rangent la cuisine et le sport ? Cela dépend s'ils sont le fait de professionnels ou d'amateurs. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la nature même de l'activité. La cuisine est plus productive que le tri postal, dans le sens où elle est une action de transformation matérielle, que le fait qu'elle soit salariée ou non. Beaucoup d'activités qui relevaient de la consommation sont passées dans la production. L'astronaute ou le malade qui respire de l'oxygène en bouteille, la ménagère qui se procure du café moulu ou des boîtes de conserve participent à ce déplacement de frontières. La scission entre production et consommation masque l'importance que conserve le travail ménager non salarié dans le monde moderne. Elle donne une allure fixe et naturelle à une démarcation qui est mouvante et sociale. Deuxièmement, tout acte de production est aussi et forcément un acte de consommation. On ne fait que transformer de la matière d'une certaine façon et dans un certain but. Dans le même temps que l'on détruit ou si l'on veut que l'on consomme certaines choses, on en obtient ou si l'on veut on en produit d'autres. La consommation est productive, la production est consommatrice. Production et consommation sont les deux faces inséparables d'une même médaille. Les concepts de production et de consommation ne sont pas neutres. On ne peut pas dire qu'ils sont bourgeois, mais la société bourgeoise en fait un certain usage. Un poirier n'est pas bourgeois parce qu'il produit des poires. La notion de production prend un caractère idéologique parce que sous l'idée d'engendrement et de détachement, on glisse celle de projet et de conscience. On entretient la confusion entre les deux choses. Tout finit par être interprété en termes de production. Une poule devient une usine à fabriquer des œufs. On masque la continuité du cycle par lequel l'homme primitif ou civilisé, capitaliste ou communiste, modifie de manière simple ou savante, individuelle ou collective, irréversible ou passagère, en gros ou en détail, le monde qui l'entoure et inséparablement se transforme lui-même. L'usage totalitaire de la notion de production cache l'insertion et la dépendance radicale de l'être humain, l'égard de son milieu et des lois naturelles. On interprète tout en termes de domination et d'utilisation. L'homme producteur conscient et maître de lui part à la conquête de la nature. La toute-puissance que l'humanité avait confiée à l'image divine, elle l'attribue directement à l'image qu'elle a d'elle-même. Le communisme n'est pas la victoire de la conscience sur l'inconscience. Ce n'est pas le stade où, après s'être consacré à la production des choses, l'homme va enfin pouvoir se produire lui-même, prendre en quelque sorte le relais du Créateur divin. Vouloir que l'homme devienne son propre maître, comme il est le maître de l'objet qu'il façonne, c'est vouloir réunir le séparé sous le signe de la production, donc de la séparation. Le producteur ne cesserait pas d'être un objet, simplement il serait lui-même son propre objet. La scission entre production et consommation s'efface parce que disparaît la séparation bien concrète mais arbitraire du point de vue de la nature et de la physiologie entre le temps passé à gagner de l'argent et le temps passé à le dépenser. Pour l'homme communiste,
Consommer ne s'opposera pas à produire, car il ne sera pas antagoniste de s'occuper de soi-même et de s'occuper d'autrui. Cela parce qu'en produisant pour autrui, en se dépensant pour autrui, il crée des valeurs d'usage qui peuvent lui servir à lui-même. On ne produira pas d'un côté des chaussures pour être obligé d'un autre côté d'aller les acheter sur le marché. Surtout, la production se transformera et deviendra création, poésie, dépense. Le groupe ou l'individu s'exprimera à travers ce qu'il fera. En cela, la révolution est la généralisation de l'art et son dépassement en tant que secteur marchand et séparé. En continuant à raisonner du point de vue de l'opposition entre consommation et production, on peut dire que trouvant satisfaction et plaisir, ou en contrepoint insatisfaction et déplaisir, dans le cours de son activité productive, l'homme y sera consommateur. L'ordinateur ou la truelle qu'il utilisera n'aura pas une valeur fondamentalement différente de la voiture ou la nourriture qu'il emploiera à un autre moment. Le communisme, ce n'est absolument pas la production mise enfin au service du consommateur, pas plus d'ailleurs que le capitalisme ne serait la dictature de la production. En s'adonnant à une activité, on acquérera un certain pouvoir. Jusqu'à un certain point, on pourra disposer du fruit de ses efforts, donner ou refuser de donner ce que l'on a produit. Surtout en fournissant tel bien ou tel service et en leur faisant prendre une forme particulière, on agit sur le champ des possibilités de la société. L'activité des utilisateurs sera déterminée par celle des producteurs. Il n'y a pas de raison pour que ces derniers abusent d'un pouvoir qui de toute façon ne sera pas un pouvoir politique ou séparé, mais la simple expression de l'utilité de leurs occupations. Le « consommateur » ne pourra reprocher au producteur l'imperfection de ce qu'il fait au nom de l'argent qu'il ne lui donnera pas en échange, mais simplement le critiquer non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Ce qui sera en cause, ce sera leur œuvre commune s'ils participent à la même entreprise. Si quelqu'un n'est pas satisfait de ce qui se fait ou de ce qui ne se fait pas, il ne pourra évoquer son droit abstrait de consommateur. Il n'aura à mettre en avant que sa propre capacité à faire mieux, ou tout au moins à faire valoir ses propres contributions. La critique sera passionnée et positive. Elle ne pourra être le fait de celui qui veut bien se moquer, mais préfère ne pas s'engager. Production et éducation. La séparation entre la vie productive d'une part et l'éducation d'autre part n'est pas le fruit de la nécessité. Elle ne trouve pas sa raison d'être dans l'importance croissante du savoir à ingurgiter. Ou plutôt si, mais il faut comprendre alors pourquoi il est nécessaire que le savoir ne soit plus le fruit direct de l'expérience. Le fondement de cette scission, c'est que le prolétaire ne doit pas pouvoir s'occuper de lui-même, de son plaisir ou de sa formation alors qu'il produit. Cette séparation essentielle à la survie du monde de l'économie est d'un coût très élevé. Il entraîne l'immobilisation d'une importante partie de la population dans les écoles, les centres d'apprentissage professionnel, les universités qui pourraient se rendre utiles ailleurs et s'y amuser plus. Il ne permet pas une bonne adaptation des capacités humaines aux besoins des activités auxquelles il doit mener. Cette formation en bocal se voit complétée par un apprentissage sur le tas qui s'effectue souvent clandestinement. L'école est présentée comme un service public au-dessus des classes sociales. Son utilité serait incontestable. Qui aurait l'audace de se faire l'apôtre de l'ignorance ? Des esprits éclairés osent s'en prendre au contenu de l'enseignement. Ils lui reprochent d'être archaïque, d'être séparé de la vie, d'être un facteur de subversion. Suivant les goûts, les bambins devraient apprendre à lire dans les saints évangiles le manifeste communiste ou le Kama Sutra. Des extrémistes commencent à s'en prendre à l'école elle-même. Ce n'est pas au nom de sa néfaste efficacité, mais au nom de son inefficacité. On s'en prend à l'école pour mieux sauver la pédagogie. Il faut apprendre et toujours apprendre. Ingurgiter cette pâtée insipide que l'on appelle la culture. Le monde est si complexe. Vous ne comprenez pas ? Alors il faut aller vous faire recycler. Jamais les gens n'ont autant appris, jamais ils n'ont été aussi ignares en ce qui concerne leur propre vie. Ils sont submergés, assommés par la masse des informations que déversent l'université, les journaux, la télévision.
La vérité ne sortira jamais de l'accumulation du savoir marchandise. C'est un savoir mort et incapable de comprendre la vie, parce que sa nature profonde est justement de s'être détaché de l'expérience et du vécu. L'école, c'est le lieu où l'on apprend à lire, à écrire et à calculer. Mais l'école, c'est surtout l'apprentissage du renoncement. On y apprend à supporter l'ennui, à respecter l'autorité, à réussir contre les copains, à dissimuler et à mentir. On y sacrifie le présent sur l'autel du futur. Le communisme, c'est la décolonisation de l'enfance. Il n'y aura plus besoin d'une institution particulière pour l'éduquer. S'inquiète-t-on de savoir comment les enfants feront pour apprendre à lire ? Il faudrait s'inquiéter avant de savoir comment ils apprennent à parler. L'école dissocie et inculque la dissociation entre l'effort ou l'apprentissage et son besoin. Ce qui importe, c'est que l'enfant apprenne à lire parce qu'il faut apprendre à lire et non pour satisfaire sa curiosité ou son amour des livres. Le résultat paradoxal, c'est que si elle a fait reculer l'analphabétisme, elle a en même temps étouffé le goût et la capacité véritable de lire chez la plupart des gens. Dans la société communiste, l'enfant apprendra à lire et à écrire parce qu'il ressentira le besoin de s'instruire et de s'exprimer. Le monde enfantin n'étant pas séparé du reste de la vie sociale, ce sera pour lui une nécessité impérieuse d'apprendre. Il le fera aussi naturellement que pour la marche ou pour la parole. Il ne le fera pas uniquement par ses propres forces. Il trouvera ses parents ou des aînés plus savants que lui pour l'aider. Les difficultés qu'il rencontrera lui seront utiles. En les surmontant, il apprendra à apprendre. En ne recevant pas le savoir comme une nourriture prédigérée de la main d'un éducateur, il prendra l'habitude de voir et d'entendre, il deviendra capable d'élaborer des connaissances et de faire des déductions à partir de son expérience. Ce sera la revanche du vécu sur la programmation scolaire ou extrascolaire des êtres humains. Les hommes partageront leurs expériences et se communiqueront leurs connaissances. Les lieux, le moment qu'ils choisiront le seront pour leur commodité. La forme de la relation ne sera pas déterminée a priori. Elle dépendra du contenu de l'échange et du savoir réciproque des intéressés sur le sujet en question. N'en déplaise aux fanatiques de la pédagogie active, si 10 ou 10 000 personnes attendent de savoir ce qu'un seul individu connaît, le plus simple sera de réinventer le cours magistral. L'intérêt moderne pour la pédagogie exprime ce fait que la méthode ne s'impose pas à partir d'un contenu déterminé. Lorsque l'on n'a plus rien à se dire, que le contenu de l'enseignement est devenu interchangeable, alors on discute de la façon de se le dire. C'est lorsque la soupe est mauvaise que l'on s'intéresse à l'allure de l'assiette. Que se passerait-il dans le monde de la production capitaliste si soudain les travailleurs avaient vraiment le droit d'expérimenter et n'étaient plus jugés sur leur rentabilité immédiate ? Très vite, ils risqueraient d'oublier pourquoi on les a embauchés. Ils dériveraient d'expérience en essai et d'essai en expérience. N'ayant rien à fiche de la production, ils risqueraient vite d'abandonner le rendement pour la recherche de leur propre plaisir. La joie de la découverte et l'enivrement de la liberté remplaceraient la routine et la répétition. Les contacts qui se développeraient entre les travailleurs sous le prétexte d'améliorer la production par l'échange, des expériences risqueraient de prendre une autre direction. Pourquoi ne pas céder aux joies grisantes du sabotage collectif ? Pourquoi ne pas organiser des jeux ? Pourquoi ne pas réorganiser ou détourner la production dans des voies directement profitables aux travailleurs ? Le principe du salariat empêche que l'on puisse faire confiance aux travailleurs pour se soumettre aux nécessités d'une production qui ne le concerne pas. Les plus aliénés, les plus bosseurs, les plus serviles des salariés ne pourraient même pas être retenus sur cette voie glissante. On ne peut laisser un ouvrier disposer de lui-même dans le cours de la production. Instrument, il faut le traiter en instrument. Qu'on le laisse s'occuper de lui-même et il y prendra goût se dressant contre le capital qui le nie en tant qu'être humain. La division capitaliste entre production et apprentissage a des limites. Il est impossible de dissocier complètement la production, l'éducation et l'expérimentation. La production, le travail le plus stupide, exige une certaine adaptation du travailleur et la capacité de faire face à une situation non programmée. De même, l'éducation la plus abstraite doit se concrétiser à travers certains « produits »,
ne serait-ce qu'une copie d'examen. Les nécessités du contrôle fait de l'extérieur retombent sur la production. L'élève n'est pas une cire molle sur laquelle s'imprimerait du savoir. Il ne pourrait rien apprendre s'il restait complètement passif. L'apprentissage ne peut se dégager complètement de l'expérimentation et de la production, même s'il se sépare de la sphère économique proprement dite. L'école sert à fournir un cadre limitatif et un contenu à cette activité et à la déconnecter de la vie réelle. L'enseignement fonctionne et se perpétue grâce aux principes qu'il refoule. Cela vaut pour l'apprentissage de la lecture ou de la dissertation. Ainsi, cette dernière est la négation même de la communication. L'élève doit apprendre à s'exprimer par écrit, indépendamment de ce qu'il aurait à dire et indépendamment de ceux auxquels il s'adresserait. C'est un exercice complètement creux. Si l'élève arrive cependant à écrire, il y est obligé, ce ne peut être qu'en y mettant une certaine forme de communication. De même que l'ouvrier qui est obligé de travailler ne peut effectuer son travail qu'en y participant jusqu'à un certain point, il ne peut jamais être un simple exécutant, une machine. Le système de la production s'effondrerait si les travailleurs ne pouvaient plus expérimenter, s'entraider, se conseiller. L'organisation hiérarchique du travail ne veut survivre que si ses règles sont bafouées en permanence. Elle impose un cadre indépassable à ces illégalités et à l'activité spontanée des travailleurs pour les empêcher de se développer et de devenir réellement dangereuses et subversives.